1 to Dublin to board from gate number 11, thank you. Nous invitons à présent tous les passagers du vol Airbus EI521 destination de Dublin. Chérie, t'es où? Porte 11, merci. Putain, qu'est-ce qu'elle fout encore? Je vois pas d'autre destination. Ah, te voilà, allez, mine-toi un peu, putain. Regarde. On part dans 3 heures. Où est-ce que tu le vois? Mais si, regarde. Arlon à 12h47. Ah oui, ok, d'accord. Il est à peine 9h. Bon, bah ça va, on a le temps, là. Tu veux boire quelque chose? Oh oui, tiens, va me chercher une bouteille d'eau là-bas, s'il te plaît. Allez, c'est parti, une bouteille d'eau. Plastique. Bon, écoute, tant qu'on y est, allez, hop. Non, mais t'es sûr qu'on a besoin de tout ce bazar pour aller à Arlon? Ah, écoute, je veux pas faire le tri dans les affaires qu'il y a dans ces valises, mais je te rappelle quand même. C'est toi qui as voulu qu'on emmène les après-ski, les combinaisons, les t-shirts et puis les parasols, je te rappelle. Tout à fait. Pourquoi est-ce que j'ai pris des parasols des après-ski? La dernière fois, Oui, on a eu un quand on a été à Mersch, on a eu un temps de merde, t'es tombé malade. Alors merci les vacances, hein. Je les ai passées chez le médecin à t'accompagner. Ouais, mais bon, quand même, alors les parasols. Bah, les parasols, c'est que j'ai la peau un peu sensible, tu sais, depuis ce traitement que j'ai fait aux UV, là, qui me va bien, hein, d'ailleurs, t'as vu? Tu me l'as jamais dit, je me regarde plus, mais ça, c'est pas nouveau. Et du coup, les parasols, j'ai besoin de garder le teint. J'ai investi 3 000 € là-dedans, quand même. On n'empêche, quoi, prendre l'avion pour aller à Arlon, de Luxembourg, pour 3 jours, parasol. Et les après-ski, je te rappelle qu'on a quand même pris aussi les chaussures de ski. Je sais pas si on skie pas à Arlon. On sait jamais. Moi, on m'a dit que c'était un peu sauvage là-bas, qu'il y avait des trucs inattendus, exotiques. Donc c'est pour ça qu'on y va, d'ailleurs. Mais c'est même pas encore les Ardennes. Tiens, tu veux pas finir la bouteille? Oh, yo. Oh, merde. Oh, puis on s'en fout. Pour 3 heures d'attente pour aller à Arlon, on aurait mis une demi-heure en voiture. Qu'est-ce qu'on fait? On n'a plus le droit au mobile. Si on parle à des gens, on risque d'être mal vu. Ça se fait pas trop maintenant. Ouais, mais enfin bon, là quand même, tout ça en plus pour atterrir à Bruxelles. Ouais, et ça, on n'avait pas le choix. Pour aller à Arlon, il fallait passer. Et encore Bruxelles. Ah oui, mais après on va prendre le train, chargé comme on est. Ah, et il y a 3h47 entre Bruxelles et Arlon, je te rappelle. Oui, mais c'est toi qui as voulu machiner. Ouais, ok, je respecte. Qu'est-ce que j'ai voulu, moi? Ah, t'as voulu dire que tu pouvais prendre tes affaires et tout transporter. Ouais, mais mes affaires, elles tiennent là. Oui, mais d'habitude, tu prends ma valise. Parce que moi, elle est petite. Donc, je vois pas pourquoi ça changerait aujourd'hui. Oh, tu m'ennuies à la fin. Bah, tu sais quoi? Je vais dire tout de suite. Arlon, eh ben, ce sera sans moi. Et puis d'ailleurs, je vois pas pourquoi je travaillerais tout ça. Tout ce bazar. Alors, on va négocier, parce que moi j'ai envie d'aller faire du ski. Je vais pas y aller tout seul quand même. Eh ben, tu sais quoi? Quoi? Tu vas prendre ton chien, mais c'est sans moi. Ok. Vas-y, réponds, Médor. Oh merde. Chérie. 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 Je m'excuse. Oh merde. J'ai un peu peur, moi tout seul. C'est moi qui viens. J'avais pas vu le timing. Mais non, mais c'est gagné. Moyen Gwen. Hello everyone and thank you to Louise. Bonjour à tous, merci à Louise et à Fabien pour ces
pour ce petit sketch d'improvisation. Je pense qu'on peut tous se reconnaître dans ce petit sketch. Le fait de voyager, d'être stressé, de ne pas avoir pris les bonnes affaires, d'avoir des bagages très lourds, le fait de ne pas savoir comment va être le temps, la météo. On est tous passés par là. Et en même temps, on doit également penser à notre impact sur l'environnement. Comment être plus durable, vivre plus durablement. Si vous avez déjà pensé à cela, vous n'êtes pas seul parce que on sait que 4 voyageurs internationaux sur 5 se posent ces questions sur leur impact. Mais est-il possible de voyager de manière durable, de manière respectueuse de l'environnement? Alors, pour répondre à cette question, je vais souhaiter la bienvenue ici à Peggy Rodan, A podcast qui on est Sustainability Manager avec une association qui s'appelle With Locals. Thank you, Peggy. I also welcome Merci Peggy. Je vais également University demander à Felipe Cor de nous rejoindre. Il est professeur assistant à l'Université Paris-Est de Créteil. And last but not least, I hope we can Et enfin, nous allons également demander à Ben Lim de nous rejoindre par Skype aujourd'hui. Je peux te voir, j'espère que vous pouvez le voir également à l'écran. Bonjour à tous. so Ben is head of communications at Ben est directeur de la communication pour l'organisme de tourisme international et il est responsable, il s'intéresse particulièrement à la question could not join us today. du voyager en accord avec l'environnement et dans le respect de la durabilité. Donc, merci à vous tous de nous rejoindre aujourd'hui à Luxembourg pour discuter de cette question, That we all love. le voyage durable. Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons tous exploré différents thèmes, différents sujets. Vous avez tous ramené un objet avec vous. Peggy est venue sur scène à vélo. Travel symbolized for you. J'aimerais te poser cette question, To bring Peggy. today, for me, travel really. Qu'est-ce que cela signifie pour toi, le voyage et le vélo? Alors pour moi, le voyage, c'est la liberté et le fait d'avoir un vélo peut me permettre de voyager de manière non seulement gratuite, mais également libre. Alors c'est libre en termes de coût, mais également en termes d'émissions. The best way. Et donc je pense que le vélo, c'est la meilleure manière de Short one. voyager. Et est-ce que tu vas au travail à vélo également? Oui, alors Like, no, pas toujours, et en tout cas pas avec un vélo électrique. Je prends généralement un vélo classique, normal. Felipe, alors pour moi, je vous ai ramené un globe ici que vous voyez sur scène. Alors toutes les marques oranges que vous voyez, ce sont les pays que j'ai visités. Et à l'époque, il y a quelques années, je voyageais encore beaucoup. Et pour moi, voyager, c'était rajouter des pays à une liste de pays que j'avais visités. A collectioner of places. Et j'étais un peu un collectionneur de lieux, si je peux l'exprimer comme cela. And what were some of the places you Et où avez-vous été, par exemple? 70 countries. I did around the world Je trip. suis allée dans à peu près 70 pays. Changed there. Mais bon, maintenant, ça a changé et on va en parler un peu plus tard. last but not least, Ben, suspense is killing me. alors, le suspense me tue, c'est une horloge. Yeah, it's interesting. You mentioned that. Oui, parce que vous avez mentionné le concept du temps et nous en avons parlé aussi précédemment. Lorsqu'il s'agit de voyager, on parle également du temps. On a trop de temps, on n'a pas assez de temps, on est stressé. Le temps, quelquefois, peut ralentir et quelquefois, il peut s'accélérer également. Et la manière dont vous profitez du temps, dont vous passez votre temps, c'est une question essentielle. Already very inspiring. Merci beaucoup. Alors, ce sont déjà des déclarations très inspirantes, je trouve. Mais avant de continuer, j'aimerais savoir, dans notre public aujourd'hui, So I invite you to join vous allez avoir accès à un petit sondage. Vous avez ici les codes à l'écran. Il s'agit de rejoindre menti.com et d'utiliser le code qui s'affiche à l'écran pour répondre à la question suivante, à savoir,
Où avez-vous été l'été dernier? Et je vois un certain nombre de points à l'écran qui montrent où vous êtes allé. Alors, ce n'est pas une question piège, hein. On veut simplement savoir, de manière curieuse, où est-ce que vous avez passé vos vacances cet été. Alors, certains ont été aux États-Unis, en Afrique, en Asie. Et je crois que c'est l'Islande, ici au nord. Nous avons également pas mal de passages par l'Europe. Donc je vois qu'on a un public qui aime beaucoup voyager. Alors c'est un privilège de pouvoir voyager, de pouvoir prendre l'avion, de pouvoir prendre le bateau et même le train. Et donc Peggy, j'aimerais vous demander cette première question avec le changement climatique et ce qu'on entend aujourd'hui, mais également avec cette envie de vouloir voyager, combiné au fait que l'on veut agir de manière plus durable. Quels sont les enjeux? Quels sont les enjeux si on regarde le secteur du voyage, du tourisme? Alors, il y a bien sûr un lien entre le tourisme et la durabilité, puisque un grand nombre des gaz à effet de serre rejetés dans l'atmosphère le sont par l'acte de voyager, par le tourisme, mais en même temps, le tourisme ne peut être couronné de succès que si le climat s'y prête, si la biodiversité continue à être très forte. Et de plus, l'expérience touristique avec le changement climatique change. En particulier, on voit ce qui se passe dans le sud de l'Europe. On voit que les températures sont très difficiles à supporter. Quelquefois, on n'a plus envie de voyager. Il y a également des feux de forêt qui sont dévastateurs. De cette manière également, à cause de tout cela, vos vacances peuvent s'en retrouver ruinées. Donc il y a définitivement un certain nombre de risques liés au changement climatique dans le domaine du tourisme. Et les touristes veulent également, c'est une de leurs exigences très souvent, de vouloir voyager de manière durable, écologique. Ils veulent réellement faire partie de cette communauté écologique et quelquefois ils ne sont pas en mesure de payer le prix plus élevé de vacances écologiques parce que quelquefois, effectivement, il faut dire que si l'on veut passer ses vacances dans des lieux plus écologiques et plus durables, cela peut coûter plus cher. Et puis, il faut rajouter le fait qu'il y a un certain nombre de choses qui existent aujourd'hui. Il y a par exemple la possibilité d'utiliser des moyens de locomotion qui sont neutres en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Il y a également des destinations alternatives. On a une certaine usure du tourisme dans certaines régions, certaines destinations qui subissent le tourisme à cause des chiffres élevés, à cause du nombre de touristes qui s'y rendent tous les ans. Et donc, on essaye aussi d'équilibrer un peu plus les destinations, d'envoyer les gens vers des lieux un peu moins connus peut-être, mais tout aussi jolis et intéressants. On peut également parler du Covid. Il faut dire que le trafic aérien a énormément diminué avec le Covid. Donc, qu'est-ce qui a changé après le Covid ? Est-ce qu'il y a eu un changement? Oui, il y a eu des modifications depuis le Covid. Il y a eu un glissement puisque beaucoup de personnes sont restées enfermées chez eux dans des villes et on voit une augmentation des destinations de type tourisme outdoor avec des activités sportives, une plus grande connexion avec la nature qui est recherchée. Les gens recherchent des expériences qui sont plus fortes, recherchent plus de connexion avec la nature, avec l'air pur, avec des activités sportives en extérieur. Donc on voit clairement l'importance de l'impact du Covid sur les envies touristiques des personnes.
Travel Foundation, you've been involved in multiple projects. Dans la fondation du voyage, du tourisme, vous avez travaillé en particulier, Ben, sur un rapport qui s'appelle La vision du tourisme dans les décennies à venir, et je cite en substance. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce rapport? Quels sont les chiffres les plus intéressants, les chiffres essentiels que l'on peut sortir de ce rapport? Is around Ce que about l'on peut dire, c'est que global emissions. le tourisme représente environ 8% des émissions totales au niveau international et que le tourisme continue d'augmenter. Et Peggy a parlé bien sûr du tourisme, mais d'une manière générale, la tendance que nous avons observée dans le secteur du tourisme est une tendance qui existe depuis plusieurs décennies. Et c'est une tendance vers l'augmentation puisqu'on a une population qui augmente, on a une classe moyenne qui est de plus en plus importante, un revenu qui est de plus en plus important également, et donc on a une augmentation du public qui souhaite partir en vacances, qui souhaite voyager. Et donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'on a aussi une restriction des mouvements qu'on a pu voir avec la COVID-19. Et donc, on a recherché une manière de continuer à répondre aux besoins dans le domaine du tourisme sans pour autant que les gens soient obligés de sortir beaucoup, d'aller très loin de chez eux. On sait que le tourisme est un émetteur important de gaz à effet de serre, en particulier avec les voyages aériens, avec le trafic aérien. Mais en tous les cas, en 2019, trips accounted for 20%. on s'est rendu compte et on mesurait que 2% du trafic aérien à distance long courrier représentait 20% des émissions. Et donc, Of all trips, and that would account for 40%. la tendance à l'heure actuelle, on est plutôt dans les 4% de vols très long courrier, ce qui représente 40% environ du total des émissions pour le secteur du tourisme. Et donc le but ici, c'est de réduire les distances, c'est peut-être d'éviter les vols long courrier. About going forward in the future. Vous avez parlé du fait d'avancer vers l'avenir et grâce à ce rapport également, vous avez pu exprimer plusieurs scénarios. Quels sont les différents scénarios If we want to achieve que l'on pourrait prendre en compte pour les années, disons, 2050? Est-ce qu'on doit arrêter le tourisme brutalement ou certains aspects du tourisme, ou est-ce qu'il y a des adaptations que l'on peut mettre en place? Alors, nous avons pris en compte le fait que nous pensons que la croissance fait partie des choses dont on ne peut pas se passer. Il faut essayer de s'accommoder quelque part de la croissance. Et donc, Be possible in the future. pour faire en sorte que nous puissions continuer à voyager à l'avenir, nous avons besoin d'accommoder cette croissance. Mais nous avons trouvé un scénario en particulier parce qu'on voulait trouver plusieurs scénarios qui nous permettraient de voir à quoi pourrait ressembler notre secteur dans les années 2050. Nous en avons trouvé un seul. Everywhere, all at once. Et How we came up with the one scenario that we found. nous avons tous planché là-dessus. Nous n'avons trouvé qu'une seule solution. Alors, It's en bref, cela signifie que nous avons besoin mainly de capitaliser sur l'augmentation du trafic aérien parce que c'est très difficile de décarboner le trafic aérien, le voyage par avion. Et donc, le seul moyen que l'on a, c'est d'essayer de trouver des moyens de voyager en avion avec des carburants qui ne sont pas des carburants fossiles. Et ça, c'est très limité. On n'a pas vraiment de solution pour cela parce que c'est très difficile. There's no way. Et donc, il n'y a pas de possibilité pour nous de réussir à couvrir 100% de trafic aérien d'ici à 2050. Nous avons besoin de ralentir cette croissance, voire d'avoir une décroissance en termes de trafic aérien de manière à limiter les émissions de gaz à effet de serre. Et sinon, pour le reste des moyens de transport, c'est l'électrification, limiter les déplacements également. Il s'agit d'essayer d'utiliser le tourisme vert au maximum, en particulier lorsqu'il s'agit de développer le trafic ferroviaire à grande vitesse, de faire en sorte également que les gens s'habituent à ce type de moyens de transport. Donc,
la croissance, oui, les gens veulent toujours voyager, veulent toujours voir du pays, mais nous devons cependant nous assurer que nous mettons à disposition d'autres types de transports qui soient plus verts. So we're really looking at changing. Donc ici, il s'agit de changer la manière dont on voyage. Ben, you Si j'ai bien compris, Ben, Glasgow vous faites également partie de développer Can you tell us a bit more about this? le processus de Glasgow qui a été voté lors de la dernière COP. Alors, de quoi s'agit-il exactement ici et quels sont les points sur lesquels vous pouvez clairement agir? To Il y a donc différentes organisations qui travaillent ensemble et qui ont montré qu'il y avait un plan d'action pour le climat qui existe, un plan qui est actualisé tous les ans. Et ce que l'on essaye de faire ici, c'est d'encourager speed up. l'industrie du tourisme. On essaye de l'encourager à accélérer ces changements, ces progrès, sa décarbonation également. Et un point crucial, c'est d'essayer d'encourager une plus grande collaboration de manière à changer la manière dont le système fonctionne à l'heure actuelle. Il s'agit donc d'avoir des discussions plus poussées sur les choix qui sont donnés aux consommateurs, aux individus, mais que le système lui-même doit évoluer. Le système a changé déjà, mais il doit continuer à changer parce que c'est ridicule de savoir qu'il est plus facile de se rendre dans une destination précise par avion et que c'est quelquefois moins cher que de s'y rendre en train alors que ce serait possible. C'est très difficile aussi, quelquefois, avec le voyage ferroviaire, d'acheter des billets un an à l'avance pour profiter des meilleurs tarifs. Donc, il y a plein de petites choses qui sont liées au système et qui pourraient améliorer le tourisme écologique. Et je pense qu'il y a vraiment un futur brillant qui attend le tourisme, mais il y a quelques modifications à faire au niveau du système. Je pense qu'avec un peu de volonté, on peut y arriver, mais nous avons besoin d'être meilleurs dans la coordination entre les différents acteurs. Nous devons également améliorer le fait de limiter les émissions pour tout ce qui est voyages internationaux, en accord avec justement les accords de Paris. Parce que il y a une croissance du tourisme qui est sûre, de plus en plus de personnes qui voyagent et nous avons besoin de faire en sorte qu'il y ait moins d'émissions. C'est une industrie qui dépend des énergies fossiles et nous en affranchir de ces énergies fossiles, c'est une solution et c'est pour le bien de notre planète, bien entendu. Merci Ben. Alors des choses ont lieu, il y a des actions à l'heure actuelle, mais ce n'est pas encore suffisant. Le système doit changer et nous avons regardé quelles étaient plusieurs des solutions au sein de l'industrie touristique et nous allons nous attarder sur ces différentes idées un peu plus tard, mais j'aimerais d'abord redonner une fois la parole à notre public. Connectez-vous s'il vous plaît de nouveau sur menti.com et pourriez-vous s'il vous plaît répondre à cette question? Quelles sont les actions que vous seriez prêts à prendre pour voyager de manière plus durable et plus écologique? Alors, on voit les résultats ici à l'écran. Prendre le train, le vélo, prendre moins l'avion, voiture électrique, locale. On semble ici se concentrer sur le train, le vélo. C'est intéressant. Donc, je vois que vous êtes inspiré. Ben, je ne sais pas si vous pouvez voir les résultats de notre sondage, mais qu'est-ce que vous pensez de ces réponses? Je pense qu'il y a de l'espoir. En tous les cas, c'est le moindre que l'on puisse dire. Alors, oui, c'est vrai que les personnes qui sont présentes ici dans le public sont peut-être plus prédisposées à donner ce genre de réponse. Mais je pense que le défi ici, c'est
que si on veut s'adresser au tourisme de masse, au tourisme entre guillemets mainstream, ce sera peut-être plus difficile de proposer des solutions parce que le confort et le prix sont généralement les critères décisifs pour les consommateurs. Et donc, il faut faire en sorte que ces options durables soient moins chères et tout aussi confortables que les options moins durables qui existent à l'heure actuelle. Merci Ben pour ces mots d'encouragement. Peggy, j'en reviens à vous. Travel actually possible also in an Il y a différentes manières de voyager ou de se déplacer de manière individuelle. can and should be using in the same sentence. Il y a également, il est important de mettre dans la même phrase les adjectifs écologique, économique, durable avec le fait de voyager, avec le tourisme, avec les déplacements. Et je pense ici qu'on peut parler de régénération, de système régénératif. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je pense que les individus peuvent voyager de manière plus durable dans le respect de l'environnement. Ben en a également parlé, prendre moins l'avion. Je pense que c'est le critère principal sur lequel on peut se concentrer. Également prendre plus le train. Je pense que c'est très très fort comme décision, mais je pense qu'il y a également d'autres moyens de se déplacer, en particulier lorsqu'il s'agit de l'expérience liée au voyage. Il y a par exemple une entreprise locale avec laquelle je travaille. On essaye de limiter le trajet en avion et de dire ok, on va essayer de limiter le transport comme étant une fin en soi. Vous avez par exemple le fait de pouvoir louer un hélicoptère ou un avion privé pour pouvoir aller à un endroit, mais en fait ce qui va intéresser les gens, ça va être le voyage en lui-même. Donc ça, on essaye de changer un petit peu cette façon de faire du tourisme. Il y a également la biodiversité qui est un critère intéressant, essentiel ici. Essayer de pousser les individus à s'intéresser plus à la biodiversité, aux animaux, aux plantes, à l'environnement, comment mieux respecter la nature et la biodiversité. Il faut également rajouter, si on parle de la biodiversité, le fait que le tourisme, c'est un contribue beaucoup à la biodiversité, si vous pensez à tous les parcs nationaux qui existent, aux espaces naturels protégés. Le tourisme peut réellement financer ces parcs, ces zones. Et donc, s'il n'y avait plus de tourisme, il y aurait beaucoup moins d'argent qui pourrait être injecté dans ces projets. Donc la biodiversité peut réellement bénéficier des revenus du tourisme. On peut penser à différentes manières de financer ces zones, ces réserves naturelles, sans pour autant y aller. Ça, c'est quelque chose que l'on peut développer. Les parcs nationaux, d'où je viens en Écosse, nous sommes assez célèbres pour notre biodiversité. Il n'y a pas de billet d'entrée pour rentrer dans ces réserves naturelles, mais nous savons que les personnes viennent pour profiter des paysages, de l'environnement, des animaux, et les acteurs locaux font en sorte que l'on continue à encourager, à développer ces réserves naturelles pour attirer du monde. Il y a par exemple un parc national où ils ont réintroduit une espèce d'aigle qui avait disparu, et c'est également un secteur porteur puisque cela crée des emplois, des centaines d'emplois en Écosse, d'où je viens. Et donc, ce système de réserve naturelle, de parc naturel, est un système que l'on peut utiliser à notre avantage. Vous avez également parlé des aspects sociaux, de la main-d'œuvre qui est employée par ces parcs nationaux. Est-ce que vous pourriez me parler de la manière dont vous travaillez avec les locaux? Alors, avec les locaux, nous travaillons en particulier sur les aspects sociaux du tourisme parce qu'il y a un impact ici. Donc, on essaie d'avoir un impact qui est plus faible en termes d'impact environnemental. On essaie de proposer des expériences locales avec des tours, des promenades à pied, avec la possibilité de
and contribute it more equally. d'impliquer différents villages, différentes zones, différentes communautés dans ces projets. Et Tourism il y leakage. a également The travelers' money doesn't stay. autre chose que l'on essaie d'éviter, c'est la fuite des revenus du tourisme vers d'autres lieux qui ne sont pas les lieux sur lesquels le touriste se rend, parce que il faut savoir, par exemple, si on pense aux Caraïbes ou si on pense à la Thaïlande, tout l'argent qui est apporté dans ces régions-là par le tourisme repart en fait à l'extérieur de ces régions. Donc, les locaux ne profitent pas énormément des revenus du tourisme, c'est-à-dire qu'il y a un impact négatif puisqu'il y a un tourisme de masse qui a un impact sur l'environnement, mais il n'y a pas les revenus qui vont avec. C'est typiquement les séjours dits all-inclusive, donc en pension complète, les croisières par exemple, où il n'y a pas vraiment de partenariats locaux. Donc, si on veut se concentrer sur les partenariats locaux, il faut réellement s'assurer que les citoyens sur place, les habitants sur place profitent de ce tourisme, non seulement en termes de revenus, mais également en termes d'expérience. Et nous voulons donner un certain pouvoir aux entreprises locales, par exemple. Le tourisme gastronomique, c'est quelque chose qui se développe et on essaie d'avoir des partenariats avec des restaurants locaux, avec des fournisseurs locaux, de manière à ce que les revenus restent dans l'économie locale. Yeah, and on top of that, I think Et de plus, je pense que it's very overwhelming. ce à quoi on peut réfléchir, c'est le fait que le touriste, quand il arrive, il va se poser la question de savoir ce qu'il peut acheter, qu'est-ce qui est typique du lieu où il se trouve. Donc, les systèmes de labels, de certification, les marquages qui sont reconnus peuvent aider à distinguer les produits artisanaux, locaux, etc. Donc, il y a également des entreprises qui ont des rapports d'impact, qui ont des démarches RSE. Et cela peut être un label positif pour le tourisme également. Donc c'est un premier pas à faire parce qu'on doit pouvoir guider les touristes pour qu'ils sachent où ils peuvent dépenser leur argent. Alors si on parle de manière régénérative de faire du tourisme, alors je pense au niveau individuel, les questions que l'on se pose, c'est qu'est-ce que l'on peut faire à notre niveau concrètement pour essayer d'être plus respectueux de l'environnement dans nos déplacements et dans nos séjours touristiques. Alors qu'est-ce que l'on peut faire? On a parlé de la notion d'expérience. De quoi est-ce que l'on peut parler ici également? Oui, lorsque je parle d'expérience, je parle d'imagination, de ce qu'on appelle imaginary, c'est-à-dire la projection. L'être humain a cette faculté de se projeter, de s'inscrire dans un narratif, dans une histoire, d'essayer de donner un sens au monde qu'il y a autour de lui. Et donc, les idéaux viennent de l'imagination, sont une création humaine. Mais je pense également que nous sommes dans une période où il y a un changement dans ces idéaux, dans ces projections. Mais au XXIe siècle, nous nous concentrons énormément sur la dimension temporelle, sur le progrès, sur le fait que le progrès peut se faire de manière infinie. Et nous essayons de plus en plus, à l'heure actuelle, de nous diriger vers un imaginaire qui soit, une projection qui soit plus dans l'espace. D'essayer de nous rendre dans des lieux qui, auparavant, ne nous étaient pas accessibles. Et c'est typiquement l'incarnation en est le tourisme.
il y a une accumulation d'imaginaire qui est celui du voyageur qui essaye de voir le plus d'endroits possible. On dit d'ailleurs j'ai fait tel pays, j'ai vu tel monument, j'ai fait telle ville, parce que c'est comme une collection. On essaye aussi de compter quelquefois, on fait une comparaison avec un camarade, voilà le nombre de pays que j'ai visités, voilà le nombre de tampons que j'ai sur mon passeport. Et cet imaginaire de voyager dans l'espace et non plus dans le temps est très très fort aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui vous a fait aujourd'hui changer de perspective? Parce que vous disiez que vous étiez un touriste compulsif. Mais quand j'ai commencé à comprendre ou à prêter attention au voyage, plus qu'à la destination, j'ai commencé à m'intéresser au chemin, plus qu'au point d'arrivée. Et c'est là que, en me concentrant sur le chemin, sur le voyage en lui-même, j'ai réussi à développer un sens de l'espace. Et c'est quelque chose de très sensible parce qu'on essaye, ou on commence à parler avec les gens de manière plus approfondie. On est plus dans le moment présent. On est plus dans l'identification, dans la comparaison avec la manière dont les gens vivent, avec la culture. On est toujours des touristes, certes, mais il y a une manière de vivre que l'on commence à comprendre et peut-être aussi à s'approprier lorsque l'on est dans un autre pays ou dans un autre lieu, du moins. Et donc, nous commençons à nous enraciner un petit peu. Et cette expérience du chemin commence avec l'espace. On prend réellement conscience du lieu dans lequel on se trouve. Et ce changement dans notre imaginaire nous donne vraiment un certain pouvoir parce que on se déplace de cette image de l'individu moderne avec ses catégories fixes qui sont carrément quantifiables, le revenu, le travail, les études, ce qu'on a réussi à accomplir. On se détache alors à ce moment-là de ce qui est quantifiable pour essayer de s'adresser plus à ces petites routines, à ces petits aspects. C'est un petit peu comme un patchwork d'expériences qui forment la trame de votre vie, de votre existence. Et je pense que le slow travel, le fait de voyager lentement, de manière consciente, c'est quelque chose de très positif. Alors oui, ce que vous dites, c'est que cela donne un sens à notre déplacement, à notre voyage. Ça donne vraiment un sens de l'existence aux personnes. Oui, parce que cela vous permet de vous concentrer sur là où vous allez, de vraiment prendre en compte tout ce qu'il y a autour de vous, l'environnement, les personnes, de réellement avoir un échange avec la culture, avec les personnes, de ressentir le lieu et même d'en faire partie plutôt que de simplement aller directement vite à la destination. Merci beaucoup Peggy et Felipe. Je crois que nous avons couvert plusieurs sujets grâce à notre discussion. Nous avons parlé des impacts que le fait de voyager a sur l'environnement, que des changements ont lieu non seulement au niveau de l'industrie du tourisme en elle-même, mais également au niveau individuel. Quels impacts positifs cela peut avoir sur les économies locales, mais également sur nous en tant qu'individus, explorer de nouveaux horizons, prendre le temps de faire le chemin, de voyager, de faire l'expérience de nouvelles cultures. Nous ne devrions pas nous arrêter de le faire. Il y a une dernière chose que j'aimerais demander à notre public, c'est encore une fois de participer au sondage menti.com en répondant à cette question. Que gardez-vous de cette discussion que vous venez d'entendre? C'est le même code de participation que les questions précédentes. Alors, inspiration, s'immerger, slow travel,
le fait de voyager responsibility as well. I plus think lentement, de manière locale. we all have a Je responsibility. pense qu'on fait tous partie de ceci et que nous avons tous un rôle à jouer et que nous avons tous un impact et nous pouvons avoir un impact positif. But I think slow travel seems to be Et je pense que le slow travel, le fait de voyager lentement, peut réellement avoir un impact positif. Yeah. What do you think about the answer? Peggy, qu'est-ce que vous pensez de ces réponses? Alors, je pense qu'il y a beaucoup de choses à garder ici. Alors oui, je suis peut-être aussi complètement subjective sur le sujet puisque je travaille avec les populations locales, mais en termes de tourisme, effectivement, d'essayer de voyager de manière plus locale, c'est se concentrer sur les lieux dans lesquels on passe ses vacances. Je pense que c'est un peu plus petit le tourisme local que le tourisme lent à l'écran. C'est bon, un petit peu dommage. Ben, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que nous devons réellement être conscients de la manière dont nous voyons le slow travel au niveau international. Je pense qu'il y a des personnes qui le voient comme étant quelque chose de romantique, de profond, de lent. Mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui pensent que nous pouvons produire de nouvelles offres avec moins de stress, avec moins de délai et peut-être de faire en sorte qu'une destination peut être atteinte de manière calme. Sinon, j'aime beaucoup cette façon de voyager, donc je suis peut-être aussi subjective sur cette question. Felipe, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je pense que changer les imaginaires, c'est essentiel. Essayer de passer de cette image du dieu Hermès vers cette image de la déesse Gaïa, à savoir du voyage rapide vers réellement le fait de faire l'expérience d'un environnement. Merci beaucoup Felipe, merci beaucoup Peggy, merci beaucoup Ben de m'avoir rejoint aujourd'hui pour discuter de ce sujet qui est le tourisme. On se retrouve donc pour un petit éclairage, 5 minutes, un zoom sur eau et voyage. En fait, il semble qu'il y ait des destinations qui soient évitées. Donc, c'est quand même, du point de vue de l'eau, quelles sont ces destinations? Alors, les premières destinations à laquelle je pense concernent les îles. Les îles sont des territoires avec des hydrosystèmes très fragiles et très limités. Et donc, on le voit, la plupart d'entre elles font appel, eh bien, malheureusement, des usines de dessalement de l'eau de mer pour donner de l'eau potable. Et ces usines de dessalement fonctionnent avec des énergies fossiles et accélèrent finalement le changement climatique. On a aussi les destinations sur le littoral, où là, c'est un peu différent. On a certes des hydrosystèmes plus fragiles, mais on a aussi un phénomène de remontée de la mer, évidemment, mais aussi autre chose qui s'appelle le biseau-salé. Ça veut dire qu'on a des intrusions d'eau saline dans les aquifères, à force de pomper beaucoup d'eau. Et donc, on a un problème aussi pour les populations locales d'avoir de l'eau potable. Donc, on va user de beaucoup d'autres technologies aussi pour ça. Mais même en France ou en Europe, d'une manière générale, on est confronté à ce phénomène-là. Donc, je pense aussi cet été en Grèce, où on a eu cette sécheresse terrible, des incendies affreux, on a eu ce cyclone avec 200 mm de pluie qui se sont abattus en quelques heures et qui ont provoqué des inondations. Donc là, on passe de la sécheresse à l'inondation en quelques heures. Donc oui, effectivement, on a des destinations comme ça qui ne sont pas forcément lointaines, qui sont déjà chez nous. Et effectivement, le cycle de l'eau est perturbé partout. Donc évidemment, conscience et ralentir
Et des communes qui commencent à réfléchir à des ratios, à des limites touristiques. Exactement. Alors moi j'ai vécu 7 ans à Annecy, dans un territoire de montagne où on a beaucoup de stations de ski qui cherchent à se réinventer justement le modèle, à questionner la question de la neige de culture, la neige artificielle pour les stations. Il faut savoir, pour donner quelques ordres de grandeur, on a besoin de 4000 mètres cubes d'eau par hectare de surface enneigée. À l'échelle des Alpes, ça représente entre 20 et 25 millions de mètres cubes d'eau. C'est l'équivalent des besoins en eau potable d'une métropole de 200 000 habitants à peu près à l'année. Donc oui, on a besoin d'eau pour tout. On a même besoin d'eau pour skier maintenant. Et ça pose la question du changement climatique. Quel modèle on va avoir pour ces stations, qu'elles soient en moyenne, basse altitude, voire haute altitude avec les glaciers aussi. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, en pleine canicule, on peut être davantage conscient de la thématique de l'eau, mais bon, en plein hiver, la question des stations de ski, c'est quand même quelque chose qui nous interpelle un petit peu plus. Il faut toujours avoir à l'esprit cette question de l'eau, même en plein hiver, finalement. Et oui, que ce soit en hiver ou en été, on a cette question de l'eau qui est présente dans toutes les consciences, et les acteurs des territoires se posent de plus en plus de questions avec un climat qui s'emballe. Tout à fait. Merci Charlène donc, pour cet éclairage très rapide. Et donc, nous allons nous retrouver donc, après cette pause de 25 minutes environ. Nous lèverons le rideau sur 2 autres scènes de notre vie économique. Il s'agit de l'impact de nos tenues vestimentaires, mais aussi de notre assiette. Donc, ça sera l'acte 2, Behind Your Style, et l'acte 3, Behind Your Food. Je précise que vous pouvez profiter de ces pauses pour rejoindre l'espace lounge que nous avons à l'extérieur, où se trouvent nos équipes de la Sustainability Academy, ainsi que celle de Bicorp, donc profitez-en pour découvrir tout ça. Et donc, je vous donne rendez-vous à 15h15, à tout de suite.